Madame, on n'arrive pas à voir le diapo. Ah bon? Sur le Il y a Zoom. une partie qui est cachée ou là où je n'ose. Oui, voilà. Ah, d'accord. Et comme Oui, ça, c'est bon? oui. Ah, d'accord. Donc, ça influe sur quand je regarde une autre fenêtre, ça cache. Moi, je pensais que chez vous, ça montrait pas. Parce que c'est pas un partage d'écran que j'ai fait un partage fichier. D'accord. Ok, donc là, on avait discuté les cas de la soupile. J'avais dit que ça ressemble au sumo. On avait déjà fait la fonction sumo. Donc, les deux cas triviaux, si la pile B, parce qu'en fait, comment il faut faire? Il faut comparer les sommets des deux piles. À chaque fois que les deux sommets sont égaux, il faut dépiler. Il faut dépiler de la pile A et de la pile B. Voilà. Donc là, les cas triviaux, si on arrive à une pile B vide, ça veut dire que c'est vrai, la pile B est sous pile de A. Maintenant, on peut arriver au contraire, c'est-à-dire la pile B, mais on s'en fout de la pile A. La pile A peut être vide en même temps que B, mais là, elle peut ne pas être vide si la pile B se trouve au milieu de la pile A. Donc la pile A ne sera pas vide en même temps que la pile B. Mais on s'en fout. Donc si pile B est vide, alors la pile B est sous pile de A, c'est vrai. Maintenant, si la pile A est vide, alors que la pile B n'est pas encore vide, ça veut dire qu'on n'a plus où chercher, c'est bon, la pile A, on l'a vidée. Donc là, il faut retourner faux. D'accord, c'est faux. Les autres cas, donc je disais si A n'est pas encore vide et P et B aussi n'est pas encore vide, qu'est-ce qu'on fait? On compare les sommets. Si le sommet de A égale au sommet de B, qu'est-ce qu'on fait? On dépile les deux éléments du sommet et on rappelle la fonction avec le nouvel état des deux piles. Je peux avoir l'autre cas, oui, j'ai le sommet de A différent du sommet de B. Si j'ai le sommet de A différent du sommet de B, alors tout ce que j'avais dépilé de B1 de B vers B1, je vais le remettre. Donc en fait, je vais remettre toute la pile B pour essayer de la chercher plus loin dans A. Mais quand je remets la pile B, je remets aussi les éléments de A. Et je ne vais pas remettre tous les éléments de A. Je vais remettre exactement ce que j'ai remis dans B. D'accord? Donc, c'est la pile B qui va être mon repère pour remettre les éléments, la pile B1. Donc, je vais tout dépiler de B1 vers B. En même temps, je dépile de A1 vers A. Je suis en train de dépiler les mêmes éléments. D'accord? Parce qu'en fait, c'est les éléments qui étaient égaux au début, entre A et B. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Quand j'aurai tout remis, B dans B1 et autant d'éléments dans A1, je dépile un élément de A. Donc, je le mets dans A1 et je rappelle la fonction. Voilà. Donc, c'était les cas qu'on avait discutés. Et maintenant, pour écrire la fonction, voilà. Donc, là, j'ai en entrée-sortie A et B de type pile, aussi A1 et B1 de type pile. D'accord? La fonction devrait retourner vrai ou faux. Donc, si pile B, alors retournez vrai. Sinon, si pile A, si pile vide de B, retournez vrai. Sinon, si pile vide de A, retournez faux. Sinon, si sommet pile de A égale sommet pile de B. Donc, on avait dit, on va dépiler un élément de A et un élément de B et on rappelle la fonction. C'est ce qu'on fait. On dépile A, l'élément de A dans A1 élément de B dans B1, et on va rappeler la fonction avec A, B, A1, B1. Donc, ce qui reste dans A et dans B, et ce qu'il y a dans A1 et B1. D'accord? Donc, je vous laisse regarder cette partie. Reste le dernier cas dans la diapo suivante.
Donc, le dernier cas, ça va être sommet pile de A différent de sommet pile de B. Alors, sinon, donc sommets différents, je mets ici des commentaires. Les sommets sont différents et je vous écris ce qu'il faut faire. Remettre B1 dans B et les mêmes éléments de A1 vers A, dépiler un élément de A dans A1 et rappeler la fonction. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, tant que l'empile vide B, je dépile B1 dans B et en même temps, je dépile de A1 dans A. Donc là, si je dépile 4 éléments de B, je vais dépiler 4 éléments de A. D'accord? Si je dépile 4 éléments de B1, je vais dépiler 4 éléments de A1. D'accord? Et ensuite, je dépile, quand je sors de la boucle, j'aurai vidé la pile B1, j'aurai remis la pile B à l'état initial. Là, je vais dépiler un élément de A, je vais le mettre dans A1 et je rappelle la sous-pile. Donc, je vous mets en évidence ce qu'il y a de spécial à faire, c'est enlever un élément de A dans A1. Et je retourne, donc, je rappelle la sous-pile avec AB, A1, B1. Voilà. Donc, après, il faut fermer les fins de scie, etc. Est-ce que c'est clair pour cette fonction? مدام Oui? مدام سينو طونك نومبيل في دو بي نقدر ندير سي نومبيل في دو بي الوغ روتورني سو بيل ا ان بي ان ا بي نقلب لي بارامتر. Ah, Nadia, tu retournes sous pile? Non, non. انا قلبتهم كي تكون عندي نومبيل في كي يكون عندي سومي بيل دو 1 Tu vas ديفيرون دو سومي chercher, بيل دو بي. tu vas chercher la sous-pile B1 dans A1, c'est ça? Non, non, tu peux pas, je ne لا لا pense باش pas, hein. C'est-à-dire que là, ça demande quand même réflexion. Oui, tu me dis, je vais inverser les éléments. باش نعاود نقلبهم في ملهي وكي نكمل Oui, نخرج mais attention, نديبيلي regarde, oui, mais attention, les éléments ne sont pas vraiment, quand tu dépiles, tu empiles, attention à l'ordre, hein. Ça veut dire que là, quand tu as, par exemple, la sous-pile N2, c'est pas la même chose que la sous-pile de 1. وي Je مدام t'explique. نغاردي لوردر Fais بيان سور. attention. Je ne sais pas, ça, il faut dérouler, hein. Il faut dérouler, je peux pas te dire, hein. D'accord? C'est pas du tout évident, hein. Il me semble que c'est pas faisable, hein. Ça va poser problème. داكور مدام. J'ai compris. Ça veut dire que tu aurais enlevé des éléments de A dans A1 et là, tu vas vérifier quoi? قلت لي ندير سوبيل A1 B1 هكذا A1 B1 AB وي مدام ومن بعد حتى A1 B1 جا AB. Ça veut dire que tu vas chercher B1 dans A1. Non, non, non. Ça peut pas marcher. Non, c'est faux. Tu vas chercher B1 dans A1. Non, impossible. Et même si tu cherches B1 dans A, ça sera faux aussi. Parce que ce qu'il y a dans A1, c'est des éléments on s'est débarrassé de ces éléments, c'est bon. Ce qu'il y a dans A1, ça peut pas constituer la sous-pile B1. Non, non, ça peut pas marcher pour chaque fois. داكور مدام. Donc là aussi, donc pour quelques remarques, toujours par rapport à cet exercice. Là, si on n'a pas besoin de remettre les piles A et B à leur état initial, c'est-à-dire on va vérifier la sous-pile, après on perd les piles A et B parce qu'on va dépiler. La pile A1 serait inutile, hein, d'accord? Si vous ne voulez pas remettre les éléments A et B, les piles A et B à leur état initial, vous pouvez utiliser uniquement B1. Ça veut dire ce que vous dépilez de A, vous le perdez. Donc, je dépile ou classe. D'accord? Et quand je veux remettre les éléments, vous avez vu, là, quand il s'agit de remettre les éléments, il n'y aura pas de problème. Le dernier cas où il faut remettre les éléments. En fait, c'est les mêmes éléments que vous êtes en train de remettre de B1 vers B. Bon, ben, c'est les mêmes que vous allez remettre de A1 dans A. Hein. D'accord? Ça veut dire que vous avez l'élément 2 dans B1, vous avez l'élément 2 dans A1, vous avez l'élément 3 dans B1, vous avez l'élément 3 dans A1. Donc là, il n'y aura pas de problème.
Donc, vous pouvez travailler avec trois paramètres si vous n'avez pas besoin de remettre les éléments des piles A et B. Maintenant, si vous voulez remettre les éléments des piles A et B à leur état initial, et on l'a pas fait, hein, la fonction, on n'a pas remis les éléments, les piles A et B à leur état initial. Hein. Donc là, si on veut remettre les piles A et B à leur état initial, on doit utiliser, on est obligé d'utiliser les piles A1 et B1. Donc dans A1, il y aura tous les éléments de A, et dans B1, il y aura tous les éléments de B. Maintenant, où est-ce qu'il faut écrire avec le traitement qui remet la pile, les éléments de la pile A et celui qui remet les éléments de la pile B. C'est-à-dire parce que pour remettre, quand on dépile de A vers A1, pour remettre les éléments, on écrit une boucle pour remettre tous les éléments de A1 vers A. Et la même chose de B1 vers B. Donc, tout ce que j'aurais dépilé, je devrais le remettre. D'accord? Avec la boucle de remise des éléments. Donc là, où est-ce qu'il faut mettre ces deux boucles? Vous les voyez, les deux boucles? Tant que l'empile vide A1, faire dépiler A1X et empiler AX. Donc, tout ce qu'il y a dans A1, je le remets dans A. Et j'ai une autre boucle pour remettre la pile B. Tant que l'empile vide B1, dépiler de B1 et empiler dans B. Donc, c'est standard, c'est des boucles de remise d'éléments. Alors, où est-ce qu'il faut mettre les deux traitements? Il faut toujours les remettre avant le retourner vrai et avant le retourner faux. D'accord? Donc, les deux boucles. Si je reviens à ma fonction, c'est là où je dois arrêter les appels récursifs. Quand je dois arrêter les appels récursifs pour retourner mon résultat vrai ou faux, avant de retourner vrai, si pile vide de B, alors je remets les éléments, les deux boucles tant que pour remettre les éléments de A vers A, de A1 vers A et de B1 vers B. Donc j'écris les deux boucles et je mets retourner vrai. La même chose, sinon si pile vide de A alors, avant de retourner faux, je mets les deux boucles. Je mets les deux boucles, je remets les piles A et B à leur état initial. En fait, je retourne le faux. Parce qu'après le retourner, je sors de la fonction de toutes les manières. Hein. D'accord? Voilà. Donc, c'est la remarque que je voulais faire. Si je veux remettre les piles A et B à leur état initial, j'ai deux boucles qui vont dépiler de B1 vers B et l'autre qui va dépiler de A1 vers A à mettre juste avant retourner vrai et juste avant retourner faux. Parce que هنا اللي تحبس la fonction. Bon. Voilà, là je vous l'ai écrit, mais j'ai pas repris la fonction. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? J'ai pas compris pourquoi vous avez fait non pile vide B et non pile vide B1. À quel niveau? À quel niveau? Me fahmtش la question. مادام باش إلا صبت سومي بيل دو أ ديفيرون دو سومي بيل دو بي لازم نعاود Ouais. نقلب من البي لل Je reviens à la fonction. هنا مادام وي Ah, c'est B1, c'est pas B. C'est B1, Ben, je dépile de B1, c'est une erreur, c'est B1. C'est pas B, c'est B1. Ah, c'est juste une erreur. Après, je vais corriger. Bien sûr, quand je dépile de B1 dans B, hein. C'est B1, c'est pas B. Pour le reste, c'est bon, vous avez compris? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Bon, là, c'est une remarque, hein, c'est pas. Oui, c'était une erreur, c'est B1.
Bon, normalement, l'exercice, il a été traité, hein, sauf qu'avec, je disais avec l'autre groupe, je n'avais pas écrit la solution, c'est tout. Voilà. Bon, donc là, on passe à l'exercice 2. Voilà, donc l'exercice 2, voici l'énoncé. Donc, je suis revenue un petit peu en arrière dans la série. En fait, la série, on a traité pas mal d'exercices déjà, hein. Les quelques-uns qui restent, on va essayer de les terminer. On avait fait la recherche dichotomique, on avait fait le sous-mot, on avait fait la recherche d'une valeur dans une liste chaînée, on avait fait l'inversion aussi du sens de parcours d'une liste chaînée, ça je l'avais fait dans le présentiel. Donc il y a pas mal d'exercices qui ont été traités, hein. Là, on vous demande donc sur cette fonction, bon, elle est simple la fonction, hein, de montrer le déroulement ou là, le fonctionnement en utilisant la pile. Et on vous dit dérouler la fonction pour n égale à 8 et n égale à 9. Bien sûr, à la fin, vous allez trouver un résultat entier, hein. Combien vous trouvez pour n égale à 8? Essayez de calculer. Bon, là, bon, pour la pile, là, il faut schématiser, hein, les états de la pile. Mais là, en fait, comme ça, vue d'œil, si vous voulez dérouler de manière simple, combien vous trouvez pour n égale à 8? Le résultat de la fonction. Madame, je pense 20. Oui, oui, vous allez trouver 20. Et pour 9, Normalement, 38. voilà, voilà, c'est ce que vous devez trouver, voilà. Vous trouvez 20 pour n égale à 8 et 38 pour n égale à 9. Voilà. Là, on le voit simplement parce qu'en fait, il suffit de faire un petit peu les appels et voilà. Donc, c'est vraiment simple. Mais bon, parce que déjà les nombres, ils sont petits, n égale à 8 et n égale à 9. Et aussi, en fait, comme ça, vue d'œil, on sait de quoi il s'agit. Elle est simple, la fonction. Mais il faut savoir que si vous soumettez cette fonction au compilateur, le compilateur, donc, il va utiliser une pile pour en fait, traiter cette fonction et vous retourner le résultat, hein. Et c'est ce qu'on veut. On veut montrer sur un exemple simple l'utilisation de la pile. Je vous laisse lire donc ce que j'ai mis sur cette diapo.
Donc, ce qui est important dans l'utilisation de la pile pour montrer le fonctionnement d'une fonction récursive, surtout si l'appel récursif n'est pas tout à fait à la fin. Ça veut dire s'il y a des instructions après l'appel récursif, donc des instructions au retour de la fonction. Et ça, je l'avais aussi bien expliqué lorsqu'on a fait l'exercice de inverser le sens de parcours d'une pile, d'une liste chaînée. Vous avez vu, donc on avait à utiliser la pile. À chaque fois, on sauvegardait les deux pointeurs consécutifs P et Q. Au retour, qu'est-ce qu'on faisait? On inversait le chaînage. Donc, il y avait une instruction qui inversait le chaînage, une autre instruction qui faisait propager le nil jusqu'à la fin. Et ça, donc, on l'avait fait en utilisant la pile. Hein. Donc, on utilise la pile, le compilateur utilise la pile lorsque l'appel récursif n'est pas tout à fait à la fin. C'est-à-dire qu'après l'appel récursif, il y a encore des instructions à exécuter. En fait, les instructions à exécuter, le début des instructions de retour sera désigné par une adresse. C'est l'adresse de l'instruction qui vient juste après l'appel récursif. Donc, je la note en général avec un arrobas. Donc, et on vous dit là, dans une fonction récursive, on peut avoir une seule ou plusieurs adresses de retour. C'est-à-dire, si j'ai un seul appel récursif vers la fonction, c'est sûr que l'adresse de retour, c'est une seule adresse. C'est juste après cet appel. Maintenant, si vous avez plusieurs appels récursifs, vous aurez plusieurs adresses de retour. C'est-à-dire, une adresse après chaque appel. Si je reviens à ma fonction, donc, elle est banale, mais là, c'est pour vous expliquer certaines choses. Regardez, là, j'ai deux appels récursifs. Donc, j'ai un appel récursif avec n-2 et j'ai un autre appel récursif dans le sinon avec n-1. D'accord? Donc là, j'ai deux appels récursifs. Ça veut dire que si je dois effectuer des retours, j'aurai deux adresses de retour. D'accord? Une adresse de retour après mystère de n-2, une autre adresse de retour après mystère de n-1. Mais bien sûr, ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans ce cas, parce qu'il y a un si, alors sinon. Si je rentre dans mystère de n-1, de n-2, je reviens dans la première adresse de retour. Si je rentre dans mystère de n-1, je reviens dans la deuxième adresse de retour. Donc, à chaque appel lui correspond une adresse de retour à ne pas confondre avec l'autre. D'accord? Donc, je vous dis, dans le cas de la fonction mystère, on a deux adresses de retour notées A1 et A2 et on a 2 points, car on a 2 points d'appel récursif. Ça, vous le voyez bien. Voilà, donc là, j'ai décomposé un peu la fonction pour mieux voir ce qui se fait au retour. D'accord? Je l'ai réécrite. D'accord? Alors, j'ai pris une variable locale m dans laquelle je stocke le résultat de la fonction mystère à chaque fois. Donc, si n égale à 0, alors m égale à 0, je retourne m. C'est le cas trivial. Sinon, si n mod 2 égale à 0, alors j'appelle mystère de n-2. Le résultat, je le mets dans m. Et après, donc après l'appel, quand je récupère le résultat, il y a des choses à faire. Je dois faire n plus m et c'est un résultat que je vais retourner après. Donc, je reviens sur la fonction mystère, nous là. Regardez, on vous écrit retourner n plus mystère de n-2. L'instruction retourner n plus mystère de n-2, je l'ai décomposée pour mieux voir les adresses de retour. D'accord? Je l'ai décomposée. J'ai mis m égale mystère de n-2. Bon, ben, tout de suite après, j'ai mis retourner n plus m. Donc, le résultat de mystère de n-2. La même chose, je l'ai fait pour la deuxième instruction. J'ai fait m égale mystère de n-1. Tout de suite après, j'ai mis retourner 2 fois n plus m. Donc, je vais vous montrer comment voilà, comment je l'ai modifié. C'est exactement la même fonction, hein, d'accord? Donc, m égale mystère de n-2. On va retourner n plus m. Ou sinon, m égale mystère de n-1. Et retourner 2 fois n plus m. Avec le m, c'est mystère de n-2 ou le mystère de n-1, c'est tout. C'est la même fonction. D'accord? Donc là, c'est pour noter que A1, l'adresse A1, c'est une adresse qui va se brancher directement, qui va me faire brancher directement vers l'instruction retourner n plus m. Ça veut dire que je devrais faire un calcul au retour de la fonction
je devrais faire un calcul n plus m, où le résultat, je vais le retourner au niveau précédent, le niveau qui a fait l'appel, qui a provoqué l'appel. La même chose, auquel je retourne, si j'appelle mystère de n-1, au retour, je ne vais pas me brancher à A1, je vais me brancher à A2. D'accord? Je me branche juste après l'appel. Donc là, et qu'est-ce que je devrais effectuer? Je devrais effectuer le calcul 2 fois n plus le résultat de mystère, plus m, et je vais le retourner au niveau précédent. D'abord, il faut bien comprendre ça, hein, d'accord? Cette histoire d'adresse de retour, c'est l'adresse de l'instruction qui vient juste après l'appel récursif. D'accord. Maintenant, s'il n'y a pas d'instruction après l'appel récursif, on a vu, il y avait des fonctions, oui, l'appel récursif était tout à fait à la fin. Maintenant, il n'y a pas lieu d'utiliser la pile. Hein. D'accord. S'il n'y a rien après l'appel récursif, c'est ce qu'on appelle une récursivité terminale ou là, une récursivité à droite. Ça veut dire rien après l'appel récursif. Le compilateur n'a pas besoin d'utiliser la pile. Hein. Donc, nous aussi, pour le fonctionnement, on n'aura pas besoin d'utiliser la pile. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est le fonctionnement en utilisant la pile. C'est-à-dire, après l'appel récursif, il y a des choses à faire. Et donc, il faut sauvegarder des valeurs de variables, il faut sauvegarder des adresses de retour pour terminer convenablement tous les niveaux qui ont été interrompus à cause des appels récursifs. J'attire votre attention sur une chose, ce que adresse de retour. Quand j'écris adresse de retour, c'est pas retourner, hein. Attention, on a déjà l'instruction retourner, mais c'est pas forcément l'instruction retourner, hein. D'accord? Ça peut être une procédure où je mets pas retourner, d'accord? Et j'ai une adresse de retour. L'adresse de retour, c'est une adresse d'instruction, d'accord? C'est pas le retourner, hein. D'accord? Vous avez bien compris ça? Ne pas confondre. Une adresse de retour, c'est pas le retourner forcément, hein. On a déjà le retourner. Mais c'est pas, c'est n plus m, ensuite retourner le résultat. C'est un calcul d'abord. Est-ce que c'est compris? Allô? On n'a pas encore fait le schéma de déroulement en utilisant la pile. Là, il faut bien comprendre cette histoire d'adresse de retour et après les appels récursifs. Et il fallait remarquer qu'il y a deux appels récursifs et donc il y a deux adresses de retour. Si je rentre dans le premier appel, je retourne dans A1. Si je rentre dans le deuxième appel, je retourne dans A2. Voilà, donc là, j'essaie de dérouler la fonction, d'accord, pour n égale à 8. Donc, on va appeler mystère de 8. On va calculer 8 mode 2 parce que, bon, c'est pas 0. Ça veut dire que là, si n égale à 0, c'est le cas trivial. Sinon, il faut regarder. Si n mode 2 égale à 0, il faut appeler avec mystère de n-2 et mon adresse de retour, ça sera à 1. Si n mode 2 est différent de 0, il faut appeler avec mystère de n-1 et l'adresse de retour sera A2. D'accord? Donc ici, dans ce cas, pour n égale à 8, mystère de 8, donc on appelle mystère de 6, n-2, mais avant d'appeler, on doit sauvegarder, donc empiler la valeur de n égale à 8 et l'adresse de retour A1, parce que quand j'appelle le premier appel récursif, je retourne dans A1. Après, donc, il faut appeler mystère de 6. Mystère de 6 va se comporter exactement de la même manière. Pour toutes les valeurs de n qui sont paires, on va appeler avec n-2. Et donc, on doit revenir à l'adresse de retour A1. D'accord? Donc, mystère de 6, avant d'appeler mystère de 4, on sera obligé d'appeler mystère de n-2, c'est-à-dire mystère de 4. Mais avant d'appeler mystère de 4, il faut empiler la valeur 6 avec l'adresse de retour A1. Ensuite, mystère de 4, c'est aussi une valeur paire. Il faut appeler mystère de n-2, c'est-à-dire mystère de 2. Mais avant d'appeler mystère de 2, il faut sauvegarder la valeur 4 avec l'adresse de retour A1. Mystère de 2, la même chose. On va appeler mystère de 0. n-2, c'est 0. Mais avant d'appeler mystère de 0, il faut sauvegarder la valeur 2 et l'adresse de retour A1. Mystère de 0, c'est un cas trivial.
Il faut retourner 0, d'accord, et commencer à revenir en arrière. Et quand je reviens en arrière, il faudra récupérer les valeurs n égale à 2, ensuite n égale à 4, ensuite n égale à 6, et à la fin n égale à 8. Donc, je commence à dépiler 2, ensuite 4, ensuite 6, ensuite 8. Mais à chaque fois que je dépile une valeur, je reviens sur ma fonction. À chaque fois que je dépile une valeur, qu'est-ce que je fais? Je fais n plus le résultat de mystère. Donc, 2 plus ce que j'ai récupéré comme résultat de mystère de n-2. Je reviens encore 4 plus le résultat de mystère. 6 plus le résultat de mystère. 8 plus le résultat de mystère. Donc, c'est à chaque fois n, la valeur de n que j'aurai sauvegardée. D'accord? Dans ce cas précis, quand je commence avec n égale à 8, vous avez remarqué, donc toutes les valeurs sont paires. D'accord? Mystère de 8, mystère de 6, mystère de 4, mystère de 2, et à la fin, mystère de 0. Donc, comme toutes les valeurs sont paires, à chaque fois, je trouve n mod 2 égale à 0. Donc, j'appelle mystère de n-2, n-2. Et donc, toujours, mon adresse de retour n'a pas changé, c'est A1. D'accord? Dans ce cas, l'adresse de retour, c'est A1. C'est comme si j'avais ignoré complètement le deuxième appel récursif parce que m'indique un nombre impair. Hein. D'accord? Donc, si je veux montrer ça sur... bon, là, je vous explique. Donc, on revient vers la pile au retour. On revient vers la pile pour effectuer le retour en dépilant les valeurs des variables et l'adresse de retour sauvegardée. D'accord? L'adresse de retour A1 indique qu'il faut revenir à l'instruction retourner n plus m. Il faut donc faire l'addition et retourner le résultat au niveau précédent. Et bon, m représente le résultat de la fonction mystère au niveau actuel. À chaque niveau, on indique un résultat de la fonction mystère. Voilà. Donc, voilà les états de la pile, comment il faut les montrer. Est-ce que vous voyez le schéma? Pour toutes les valeurs à l'intérieur. Est-ce que vous voyez le schéma? Oui, madame. D'accord. Voilà, donc essayez de voir comment on fait pour... Ça, c'est les appels. Hein. D'accord, ça, c'est les appels. Mystère de 8, appel mystère de 6. Et là, on empile 8 avec l'adresse de retour à 1. Ensuite, mystère de 6, appel mystère de 4. Mais là, on doit empiler 6 avec A1. Mystère de 4, elle appelle mystère de 2 et on empile 4 avec A1. Mystère de 2, elle appelle mystère de 0. On empile 2 avec A1. Donc, l'adresse de retour n'a pas changé. Et là, c'est le cas trivial, donc l'arrêt des appels. Bon, maintenant pour les retours, voilà ce qui se passe au retour. Donc, vous avez les flèches dans le sens inverse. Voilà, m égale à 0, c'est le cas trivial. Après, je reviens. Je dépile 2 avec A1 et je calcule le résultat 2 plus mystère de 0. Donc, 2 plus 0, ça va donner 2. D'accord? Ça, le résultat 2, ça va être le m du niveau précédent. D'accord? Et là, donc, quand je reviens encore, je vais dépiler 4 et je vais faire le calcul 4 plus m, n plus m. D'accord? Donc, 4 plus 2, ça va donner 6. Ça, c'est le m, le 6, c'est le m de ce niveau. Ensuite, je continue à revenir en arrière. Je vais dépiler 6 avec l'adresse A1. Et je vais retourner n plus le résultat de m. Bon, le résultat de m, c'était 6, hein, d'accord, au niveau qui a fait le retour. D'accord, 6 plus 6, ça va donner 12. D'accord. Je continue à revenir en arrière. Je dépile 8 avec l'adresse A1 et je calcule 8 plus le résultat du niveau, le m du niveau mystère de 6. 8 plus 12, ça va donner 20. Donc, c'est ce que vous avez trouvé tout simplement tout à l'heure. Mystère de 8 égale 20. Et quand la pile devient vide,
Ça veut dire qu'on a fait tous les retours et on a le résultat final de notre action récursive. Bon, ça peut être une fonction, ça peut être une procédure, hein. D'accord, donc les empilements, je les fais quand je fais les appels, les dépilements, je les fais quand je fais les retours. Donc là, à la rigueur, à dos empilés, je les enlève maintenant, hein. D'accord. Ce qu'on avait empilé tout à l'heure quand on faisait les appels. Est-ce que c'est compris pour le déroulement de cette fonction? Allô? Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Bon, maintenant pour n égale à 9, il y a un petit quelque chose qui va changer. Qu'est-ce qui va changer pour n égale à 9? Donc, je reviens à la fonction. Pour le déroulement n égale à 9, qu'est-ce qui va changer? Si je donne n égale à 9, mystère de 9. S'il vous plaît, j'ai posé une question. Qu'est-ce qui va changer en fait, dans le déroulement mystère de 9? Madame, le premier niveau, Premier élément, qu'est-ce qu'il a? le premier Qu'est-ce qu'il a? niveau, Oui, quand n est égal à 9, oui. 2 fois 9, plus mystère de 1 moins 1. Mystère de 1 moins Oui. 1, mystère de 8. Et ça va être Après, ça va être la même chose, oui. D'accord. Donc, en fait, le premier élément ici, voilà, dans la première fois, on va rentrer dans le sinon, le deuxième sinon. D'accord. Et du coup, là, lorsque le compilateur rentre dans le deuxième sinon, ça veut dire n mod 2 est différent de 0. 9 n'est pas divisible par 2. Donc, il va rentrer dans mystère de n-1. Donc, il va appeler mystère de 8. Mais avant d'appeler mystère de 8, il va sauvegarder la valeur de n, c'est-à-dire 9. Il va sauvegarder l'adresse de retour A2. Ça veut dire qu'il il va revenir à l'adresse A2. D'accord? Il va calculer, donc s'il revient à l'adresse A2, il va pas faire n plus m, il va faire 2 fois n plus m. Ok, c'est ça qui va changer. Mais après, pour mystère de 8, ça va appeler mystère de 6, mystère de 4, etc. Ça va être la même chose que ce qu'on a fait. D'accord? Donc là, il y a un cas où il va rentrer dans le deuxième sinon. Et là, donc, il doit se brancher, après au retour, il doit se brancher vers l'adresse A2. Mais tous les autres cas où il va rentrer dans le n mod 2 égale à 0, dans le alors, là, il va sauvegarder comme tout à l'heure les adresses A1 avec les valeurs de n. Voilà. Donc, c'est ça la différence. C'est pour vous dire que là, c'est nécessaire d'annoter les instructions avec adresse A1 et adresse A2. Ce sont des instructions différentes. C'est une fonction très, très simple, juste pour montrer le fonctionnement et rappeler que les adresses de retour, c'est quelque chose d'important. Voilà, donc on revient pour n égale à 9. Voilà. Voilà, donc pour n égale à 9, quand on fait 9 mod 2 différent de 0, on appelle mystère de 8. Mais avant, on doit sauvegarder la valeur de 9 et l'adresse de retour A2. D'accord.
À partir de mystère de 8 qui va appeler mystère de 6, 4, etc., c'est la même chose parce que c'est des valeurs paires, donc on devra retourner vers l'adresse A1. Voilà. OK? Là, on vous explique que l'adresse A1 indique qu'il faut revenir à l'instruction retournée de n plus m. L'adresse de retour A2 indique qu'il faut revenir à l'instruction retournée 2 fois n plus m. Donc, il faut faire la multiplication 2 fois n et additionner avec m et retourner le résultat. D'accord? Voilà. Et m représente le résultat de la fonction au niveau actuel. D'accord? On aurait pu, si on avait écrit la fonction autrement, on aurait pu la compliquer pour retourner parfois dans A1, une autre fois dans A2, une autre fois dans A1, une autre fois dans A2. D'accord, mais forcément une seule fois dans A2 et ensuite toutes les autres fois dans A1. Hein. D'accord. On peut avoir des cas où c'est vraiment alterné et aléatoire. Parfois c'est A1, parfois c'est A2. Voilà, donc si je veux schématiser, bon, je vais réduire un peu parce que c'est pas très clair. C'est clair à l'écran, c'est bon, le schéma il est clair? Oui, madame. D'accord. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut montrer le déroulement en utilisant une pile. Voilà, donc on pile les 9 avec l'adresse A2. J'ai une question là, attendez. J'ai pas compris, Tamar, j'ai pas compris la question. Ah, c'est pas une question. D'accord. C'est quoi alors? J'ai pas compris. On fait n-1 dans les deux. Madame, j'ai juste dit, madame, que si on va Hein? faire n-1, donc on va passer par les deux. Genre, une fois dans le premier cas, et genre, on va passer de paire, impair, paire, impair. Oui, C'est ça, c'est tout. oui. Si tu fais un n-1 dans les deux, une fois tu passes, oui, oui, voilà, ça va être alterné, oui, d'accord, oui. Non, le 0 avec l'adresse A1, on l'empile pas. On l'empile pas, c'est le cas trivial. C'est un cas qui arrête les appels récursifs. Quand j'arrête les appels récursifs, je n'empile plus. C'est un cas où tu réponds directement. Tu as directement le résultat. Et quand tu as directement le résultat, c'est un arrêt des appels récursifs. Ça veut dire que on termine le cas trivial et on revient, on commence à faire les retours. D'accord? Le dernier, on n'empile pas, non. La pile ici juste pour sauvegarder la valeur. Oui, en fait, la pile, elle va te servir à sauvegarder toutes les valeurs des variables dont tu as besoin. Au retour, l'itihaqhom. Si j'avais par exemple à faire des instructions après, j'avais x, y, plusieurs variables, je sauvegarde la valeur de x, je sauvegarde la valeur de y. Vous avez vu la dernière fois lorsqu'on avait fait le déroulement pour inverse d'une liste chaînée, inverser le sens de parcours. On sauvegardait P et Q, on sauvegardait le pointeur P et le pointeur Q à chaque fois, pointeur P et pointeur Q, parce que au retour, j'avais besoin de faire Q flèche suivant égale à P. D'accord? Donc, j'avais besoin de sauvegarder deux valeurs de variables, plus l'adresse de retour. Moi, j'ai pas schématisé l'adresse de retour parce que c'était la même. D'accord? C'était, en fait, je l'avais pas schématisé. J'avais juste schématisé les variables. D'accord? Voilà.
Mais sinon, si j'ai besoin de deux variables, je sauvegarde deux variables. Si j'ai besoin de trois variables, je sauvegarde trois variables. Si j'ai besoin, d'accord, si j'ai des différentes adresses de retour, à chaque fois, il faut sauvegarder la bonne adresse de retour et ainsi de suite. Voilà. Pour pouvoir avoir un exécutable cohérent, une exécution cohérente de mon action récursive. Voilà, donc ici, je vous mets que la première fois, j'empile 9 avec A2 et puis toutes les autres fois, donc vous empilez les valeurs avec A1. Comme a dit votre camarade, si la fonction mystère faisait dans les deux cas un appel avec mystère de n-1, on aurait eu quelque chose de plus intéressant. Une fois, on rentre dans la première instruction, une autre fois, on rentre dans la deuxième, et du coup, on aura empilé A2, A1, ensuite A2, A1, ensuite A2, A1, et ainsi de suite. Et il faut revenir à la bonne adresse à chaque fois. Voilà, maintenant les retours, voilà, donc je dépile, ok? Je dépile comme tout à l'heure et je fais 2 plus 0. Ensuite, je dépile 4 et je fais 4 plus 2. Ensuite, je dépile 6 et je fais 6 plus 6. Ensuite, je dépile 8 et je fais 8 plus 12. Toujours le résultat de ce que j'aurais obtenu au niveau I plus A. Et ensuite, à la fin, quand je dépile 9, je fais 2 fois 9. Je fais l'autre instruction, 2 fois 9 plus le résultat du niveau I plus 1, c'est-à-dire plus 20, et je vais obtenir 38. Donc tout à l'heure, on avait obtenu mystère de 9 égale 38. Est-ce que c'est compris? Oui. Voilà, donc normalement, il faut comprendre le principe. Après, c'est facile, hein. C'est un déroulement où il faut se concentrer un petit peu, surtout bon, lorsque la fonction est compliquée, c'est-à-dire l'écriture de la fonction, quand elle est compliquée, il faut quand même se concentrer pour ne pas se tromper d'instruction, d'adresse de retour, etc. Lequel des appels récursifs il faut exécuter, et ainsi de suite. D'accord. Donc, quand on comprend le principe, après, c'est une question de concentration, hein. Là, c'est un exemple simple, mais quand l'exemple il est compliqué, il faut bien se concentrer, c'est tout. Bon, donc on peut passer à l'exercice suivant. Bon, là c'est une suite connue sous le nom de suite de Fibonacci. Donc vous avez les deux premiers termes, donc f0 égale 0, f1 égale à 1. Et puis vous avez fn qui se calcule en fonction de fn-1 et fn-2. Donc fn égale fn-1 plus fn-2 pour tout n supérieur ou égal à 2. Est-ce que vous pouvez écrire rapidement la fonction récursive, s'il vous plaît, pour cette suite F0, F1, Fn, etc. Est-ce que vous pouvez écrire, parce qu'elle est rapide, hein, vue de comme ça, c'est rapide, hein. Fonction récursive qui permet de calculer les nombres de Fibonacci.
Vous avez entendu ma question? Madame. Oui. Bon, vous essayez de m'écrire. D'accord, ok. Je vois ici. Si n égale à 0, retournez 0. Sinon, si n égale à 1, retournez à 1. Sinon, donc c'est le cas supérieur ou égal à 2, retournez Fibonacci de n plus 1, n moins 1 plus Fibonacci de n moins 2. Oui, c'est exactement ça. Si je veux l'écrire comme ça directement, voilà. Donc, si n égale à 0, alors retournez 0. Sinon, si n égale à 1, retournez 1. Sinon, bon, c'est pas la peine de mettre si n supérieur ou égal à 2, hein. D'accord. Sinon, retournez f de n moins 1 plus f de n moins 2. Voilà. D'accord. Qui vaut de n moins 1. OK. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je prends directement la définition et j'écris ma fonction, hein. D'accord. Voilà. C'est exactement ce que j'ai écrit moi. Donc, fonction fib, en entrée, je lui donne n. Je récupère un entier aussi. Donc, si n égale à 0, alors retournez 0. Sinon, si n égale à 1, retournez 1. Sinon, retournez fib de n moins 1 plus fib de n moins 2. Là, remarquez déjà que vous avez deux appels récursifs, hein. D'accord, vous les voyez. Je mets fib de n-1 plus fib de n-2, ça veut dire que j'appelle fib avec n-1, j'appelle fib avec n-2, et quand je récupère les deux résultats, je fais l'addition et ça sera le résultat de fib de n. OK? Bon, maintenant, je vais vous poser une autre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette solution récursive? Regardez la fonction, comment elle est définie, la suite. f0 égale 0, f1 égale à 1, fn égale fn moins 1 plus fn moins 2 à chaque fois que n est supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc, on l'a écrite directement. Donc, si n égale à 0 ou n égale à 1, c'est des cas triviaux, il faut retourner 0 ou 1. Sinon, il faut retourner fib de n moins 1 plus fib de n moins 2. OK? Donc maintenant, je vais vous poser la question. Combien d'appels je vais faire pour n égale 4? N égale à 4, je vais avoir combien d'appels? Je vais écrire dans le chat. Non, non, c'est pas 2. Pas 2. C'est pas 2, hein? Deux à la puissance 4. Pourquoi 2 à la puissance 4? Non, il faut calculer exactement. Madame, C'est pas 2 à la puissance 4. 4 Non, appels. vous êtes sûr? 4 appels. Qui fait? 6. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Je vois 8, j'ai vu 6 et ça augmente, hein? Madame, تعيط لها 2 fois, je pense. Ah, ah, tu es sûr? Oui, تعيط n-1 n-2. Et on bat, et on bat. من بعد n يولي 2. Et تعيط ل2. تعيط بال2 وال1. 4 من بعد n 0. Madame, la Non. première fois, elle va l'appeler 2 fois. Ensuite, elle va l'appeler qu'une seule fois parce que Fibonacci n-2 راح تدنا. Non? ah, une seule fois, ça veut dire combien en tout? La première fois, elle va faire fib de 3, fib de 2. On va dire que dans fib de Ok. 3, elle va faire fib Oui, de 2 ou fib de 1. oui, oui. Dans fib de 2, elle va faire fib de 1 plus fib de 0. Exactement, oui.
ومن Et بعد de l'autre دون côté aussi, un des fibres de 2. فوالا دون فيب Elle دو va دو faire هذا fibre de 1 et fibre de 0. ouais voilà Et donc, tu as comptabilisé combien? minute madame Non, c'est pas 3, non, non. C'est 6, madame, non? C'est pas 6. Il y avait un résultat qui était proche tout à l'heure. C'était 8, mais c'est pas 8 parce que vous n'avez pas compté le fibre de 4 lui-même. C'est 9. Faut compter le fibre de 4. C'est 9. Oui, c'est 9 appels. Pour n égale à 4, c'est 9 appels. Donc, déjà, vous voyez que c'est quand même, par rapport à n, c'est grand. Donc là, c'est par rapport, je pose la question par rapport à la complexité, parce qu'il y a une question sur la complexité. Donc, pour déterminer la complexité d'une fonction récursive, il faut raisonner en termes de nombre d'appels. Ça, je l'ai dit, hein. C'est-à-dire, quand vous avez une fonction récursive, on vous dit quelle est la complexité de cette fonction. Il faut raisonner par rapport au nombre d'appels. Combien de fois je vais appeler cette fonction? Et quand je trouve le combien de fois, c'est ça qui va déterminer la complexité de ma fonction. Après, donc, je vais revenir après à ça. Donc, regardez fibre de 4 pour n égale à 4. C'est exactement ce qu'a dit votre camarade. Si je prends ma solution, d'accord, fibre de 4, elle va appeler fibre de n-1 et fibre de n-2 parce qu'elle va faire fibre de n-1 plus fibre de n-2. Donc, fibre de 3 et fibre de 2. Mais après le fibre de 3, il va lui-même appeler fibre de n-1 plus fibre de n-2. Donc, il va appeler le fibre de 2 et le fibre de 1. D'accord? Le fibre de 1, c'est un cas trivial. On va s'arrêter. Vous avez vu, il n'y a plus de dérivation. Mais fibre de 2, lui-même, il va appeler le fibre de 1, il va appeler le fibre de 0. D'accord? Et de l'autre côté aussi, comme on a lancé le fibre de 2, il va aussi appeler le fibre de 1 et le fibre de 0. Donc, si vous comptez le nombre d'appels ici, vous allez trouver 9. 9 appels. Donc, c'était pas 2, c'était pas 3, c'était pas 16. C'est pas 2 à la puissance 4, c'est 9 appels exactement. D'accord? Maintenant, pour n égale à 5, combien vous trouvez pour n égale à 5? 11, non. Non, c'est pas 11. Vous pouvez le déduire de là, hein. À partir de fibre de 4, vous pouvez déduire le fibre de 15, oui, c'est 15. Exactement 15. Exactement 15. Pourquoi? Parce que en fait, pour n égale à 5, vous allez faire fibre de 5 qui va dériver fibre de 4 et fibre de 3. D'accord? Le fibre de 3, il est là, vous le voyez déjà. Donc, le fibre de 3, c'est déjà 1, 2, 3, 5. Et le fibre de 4 lui-même, c'est 9. D'accord? Donc, c'est 9 plus 5, plus le fibre de 5. Le premier, le tout premier. Ça va donner 15 appels. Voilà, donc si vous regardez, pour le fibre de 5, comment elle va s'effectuer la fonction? Elle va appeler fibre de 4 plus fibre de 3, donc à chaque fois fibre de n-2 plus fibre de n-1. La fibre de n-1 plus fibre de n-2. D'accord? Fibre de n-1, c'est le fibre de 4 qui va encore se décomposer, donc je vais avoir 9 appels. Le fibre de 3 qui va se décomposer, qui va donner 5 appels. Et donc, 5 plus 9, ça va donner 14, plus le fibre de 5, le premier appel, ça va donner donc, ça va donner 15 appels. Donc, pour 4, on a 9 appels. Pour 5, on a
15 appels. Bon, sans faire le schéma, pour 6, on va avoir combien? Pour n égale à 6. Madame, 25. Oui, c'est 25, exactement, parce que, en fait, c'est comment qu'il faut calculer ça? C'est parce que le fib de 6, il va donner fib de 5, il va faire appel à fib de 5 et à fib de 4. Fib de 5, on sait que c'est 15. Et fib de 4, c'est 9. Donc 15 plus 9, ça donne 24. Plus le fib de 6 lui-même, c'est 25. Pour n égale à 7, ça va donner normalement 41. Pour n égale à 7. C'est 25 plus 15, c'est 40, plus le fib de 7 lui-même, c'est 41. Donc, vous voyez, on a 9 appels, ensuite on a 15, on incrémente le n de 1, et regardez le nombre, combien il augmente, le nombre d'appels. On a 9, ensuite 15, ensuite 25, ensuite 41, ensuite carrément 67, et ainsi de suite. Hein. D'accord? Donc, le nombre d'appels, il est en train d'augmenter de manière exponentielle. Il ne suit même pas, il n'est même pas proportionnel à n, c'est-à-dire, c'est pas de l'ordre à chaque fois d'un pas à l'autre, c'est pas plus 1, c'est pas plus 2, c'est pas plus n, c'est beaucoup plus que ça. D'accord? C'est beaucoup plus que ça. Donc, le nombre d'appels, il est en train d'augmenter très vite. Et du coup, la complexité de la fonction, elle devient exponentielle. D'accord? Bon, pourquoi ce nombre d'appels, il augmente très vite, à votre avis? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a problème au niveau de cette fonction, parce qu'elle paraît très simple. Hein? Pourquoi le nombre d'appels est en train d'augmenter rapidement? Parce qu'à chaque appel, on fait 2 appels. Oui, parce que, en fait, à chaque appel, on ne profite pas d'un résultat déjà existant. C'est-à-dire, regardez par exemple sur ce schéma. Hein. Regardez le fib de 3. Je suis en train de le calculer 2 fois. D'accord, le fib de 3, la branche fib de 3, le sous-arbre fib de 3. Je suis en train de le calculer à gauche et à droite. Et ça va être la même chose. Quand je vais faire le fib de 6, d'accord, je vais trouver toute la partie fib de 4 qui va se recalculer 2 fois. Et quand je vais faire le fib de 7, je vais avoir toute la partie fib de 5 qui va se recalculer 2 fois. Donc, vous imaginez le nombre d'appels à chaque fois qui est redondant. Ça veut dire que je ne profite pas d'un résultat de calcul que j'aurais fait et je suis en train de le recalculer comme ça bêtement. Je fais 2 fois, le fib de 3, je recalcule 2 fois, le fib de 4, je le recalcule 2 fois, le fib de 5, je le recalcule 2 fois. Et à chaque fois que le nombre augmente, bien sûr, l'arbre, il va augmenter et le nombre d'appels va augmenter. Est-ce que vous comprenez? Allô? Oui, madame. Oui, Et madame. voilà, donc ces problèmes, quand vous prenez même dans les fonctions itératives, quand vous n'essayez pas de profiter de résultats d'itération précédentes, par exemple, de les sauvegarder dans une variable pour les utiliser à la prochaine itération ou là, au prochain appel, ou là, vous allez refaire des calculs bêtement. Et à chaque fois que vous allez augmenter la valeur de votre paramètre, le nombre de calculs, il va augmenter. Et donc, ça va faire augmenter la complexité de votre solution. Bon, qu'elle soit itérative ou récursive. Encore pour une solution récursive, c'est un peu plus contraignant parce que, en fait, il y a des appels, il y a des sauvegardes de variables et ainsi de suite. C'est pas du tout évident. D'accord? Voilà, donc je voulais raisonner sur la complexité de cette fonction en utilisant des valeurs comme ça, n égale à 4, n égale à 5, etc. Parce qu'on ne peut pas la calculer comme ça de manière théorique. Hein. D'accord. Donc, pour n égale à 5, donc on a vu, c'était 15 appels. Pour n égale à 6, c'est 25. Pour n égale à 7, vous allez trouver 41 appels. Pour n égale à 8, donc je suis en train de regarder
Pour n égale à 8, je prends le n égale à 7 et le n égale à 6. Je vais faire 41 plus 27 plus 1, toujours. Le premier, par exemple, c'est le fib de 8. D'accord. Ça va donner 67. Et regardez, donc, le nombre d'appels augmente de manière exponentielle. 5, 9, 15, 25, 41, 67. Ça passe à 109. À 177 et ainsi de suite. Hein. Ça va augmenter très, très vite. Ça, vous pouvez le vérifier vous-même. Hein. Pour n égale à 9, ça va être 109. Pour n égale à 10, c'est 177 et ainsi de suite. Donc, je vous laisse lire la diapo. OK, donc vous voyez, là, on a raisonné en termes de nombre d'appels. À chaque fois, on voyait que le nombre d'appels, d'abord, il n'est pas régulier. Hein. Il n'augmente pas à chaque fois, par exemple, de 2 ou la de 3 ou la de n. Donc, il est aléatoire, il augmente très vite. Et on peut vérifier à la fin que le nombre d'appels est proche de E exponentielle n sur 2. Donc, à chaque fois, vous prenez n, vous regardez exponentielle de n sur 2, surtout lorsque vous commencez à augmenter la valeur de n. Peut-être que pour des valeurs encore plus grandes de n, par exemple, si on arrive à E20, par exemple, si on arrive à n égale à 20, ça va rejoindre le En, hein, exponentielle de n carrément, hein, d'accord? Parce que le nombre d'appels, vous voyez, il est en train d'augmenter très, très vite, d'accord? Donc là, on dit que c'est une fonction de complexité exponentielle, mais on l'a démontré de manière expérimentale, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé une formule comme ça théorique qui nous dit que c'est E à la puissance quelque chose. Donc, on a pris des valeurs de n et on a regardé combien de fois, à chaque fois, on effectue combien de fois et on a commencé à voir la tendance que vraiment, elle augmente très vite et on dit donc que c'est une complexité exponentielle. Et donc, lorsque vous trouvez une solution de fonction avec une complexité exponentielle, c'est pas une bonne complexité. C'est les algorithmes les plus lents qui prennent le plus de temps à s'exécuter. Et vous pouvez même le tester sur votre micro, hein, d'accord? Vous écrivez cette petite fonction. Bon, pour n égale à 2, n égale à 3, n égale à 10, etc., vous allez trouver que ça va répondre très vite. Mais après, donc, essayez d'augmenter la valeur de n et vous allez voir que votre micro, il va prendre du temps à répondre, à vous donner la valeur. Hein. À chaque fois que vous augmentez la valeur de n, le micro, il va prendre encore plus de temps à vous donner la valeur de n. D'accord? Parce qu'en fait, il va s'amuser à recalculer à chaque fois les branches qui sont déjà calculées. Il va les recalculer. OK? Voilà. Donc maintenant, c'est pour ça que, bon, on dit, on va mettre de côté cette fonction récursive. Et la deuxième question, pourtant elle était simple à écrire. On a juste regardé la définition et on l'a écrite. La deuxième question, on vous dit écrivez une fonction itérative. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir d'une autre manière pour écrire une fonction itérative qui répond à qui calcule les nombres de Fibonacci. Et il faut après raisonner par rapport à la complexité. Donc là, on oublie la récursivité, on va écrire une fonction itérative.
Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est ne pas recalculer ce qui est déjà calculé. Par exemple, pour calculer fibre de 5, on aurait déjà calculé fibre de 4. D'accord? Donc, il faut essayer de profiter d'un calcul précédent. Est-ce que vous trouvez donc l'écriture itérative de cette fonction? Est-ce que vous avez une idée? Voilà donc la solution itérative. Euh, alors, oui, c'est quelque chose comme il faut additionner. Oui, d'accord. A plus B, A égale à B et B égale à C. Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est Slimani. D'accord. Oui. Oui, c'est ça, Lounès aussi. Oui. Donc là, voilà. Donc à chaque fois, donc il faut essayer de profiter d'un calcul qui a été déjà fait et juste récupérer les valeurs pour faire la somme. Pour i allant de 2 à n, voilà. Ok, c'est ça. Très bien. Donc c'est exactement la solution que je vous propose aussi. Donc si n égale à 0, il n'y a rien à calculer, retournez 0. Sinon, si n égale à 1, retournez 1. Après, pour les autres cas, donc il faut mettre x égale à 0, donc démarrer à partir des deux premières valeurs, y égale à 1. Et voilà, donc z égale 1. Je suppose que là, z, c'est pas la peine. D'accord. La première, oui, z, c'est pas la peine ici. Donc, on va le calculer à l'intérieur. Pour i allant de 2 à n, faire z égale x plus y. Ensuite, le x reçoit la valeur de y et le y reçoit la valeur de z. Voilà. Donc, ce que j'ai calculé déjà dans x plus y, je le récupère dans y et je refais l'itération avec ça. Vous pouvez dérouler donc sur les exemples n égale à 4, par exemple, essayez de voir combien ça va donner pour n égale à 4. Le x plus y, donc c'est finalement le fib de n-1 plus fib de n-2. Hein.
Vous regardez, s'il vous plaît, la fonction. Est-ce que vous avez compris? Regardez pour n égale à 4, combien on va faire d'itérations. Initialement, je pose la question, initialement, Z c'est combien? Z c'est en termes de la fonction fib, c'est fib de quoi? La première fois, Z c'est fib de quoi? Quand vous rentrez la première fois dans la boucle, c'est le fib de quoi? Fib de n. Non, c'est pas le fib de 1. Non, moi j'ai 1, madame, n. Ah, c'est fib de 2, quand vous rentrez la première fois. Oui, C'est fib de 2. Et si vous regardez, vous essayez de remplacer Z, c'est quoi? C'est X plus Y. D'accord? X plus Y. Le X initialement, c'est quoi? C'est fib de 0. Regardez plus haut. Le X initialement, c'est fib de 0. Et le Y, c'est fib de 1. D'accord? Donc, vous avez votre calcul. Fib de 2 égale fib de 1 plus fib de 0. OK? OK. Ensuite, le X sera égal à fib de 1. Il faut remplacer en termes de fib, comme ça vous allez voir. X égale à fib de 1 et Y sera égal à Z, donc fib de 2. Quand vous revenez pour calculer la prochaine fois Z, ça va être le fib de 3 qui sera égal au fib de 1, c'est-à-dire le X, plus fib de 2. D'accord? C'est exactement ça, c'est fib de 1 plus fib de 2, et ainsi de suite. D'accord? Donc, réellement, la boucle, elle vous calcule le fib de n. En allant progressivement, fib de 2, ensuite fib de 3, fib de 4, jusqu'à fib de n, et après, elle va vous retourner le résultat. Retournez Z ou retournez Z. D'accord? Donc, vous pouvez dérouler, vous allez voir que réellement, donc, elle vous donne le calcul de fib. Maintenant, la complexité. Quelle est la complexité de cette fonction? Elle est simple à calculer, la fonction. La complexité, très simple, hein? C'est-à-dire, si je donne une question sur la complexité de cette fonction, c'est pas plus qu'un point en examen, hein? Elle est très simple. Elle saute aux yeux. Grand taux de n, oui. Linéaire. Oui.
Bien sûr. C'est grand O de n, vous voyez. Bon, il n'y a que des instructions élémentaires au début, mais il y a une boucle qui va de 2 à n. Donc, le traitement à l'intérieur, mais à la balise, qu'il y a 6 instructions ou les 5 instructions, en fait, il va se répéter n-2 fois. C'est tout. N-1 fois. D'accord? Donc, c'est grand O de n. Est-ce que tout le monde voit que la complexité de cette fonction itérative qui calcule la suite de Fibonacci, c'est linéaire, c'est grand O de n. Donc, elle est nettement meilleure que la première fonction qu'on avait écrite en récursive, parce qu'on n'a pas trop réfléchi sur la fonction récursive. On a pris la définition, on l'a écrite. Ça a généré beaucoup d'appels récursifs. Et ça a donné une complexité exponentielle. Donc, c'est pour vous dire que il ne s'agit pas de prendre comme ça directement une fonction récursive et d'écrire. D'accord? Surtout lorsque je vois une définition simple, je l'écris directement, ça va générer 2 appels récursifs, mais à l'intérieur des 2 appels récursifs, il y a des appels récursifs qui ont été déjà traités et qu'on est en train de retraiter. D'accord? Là, c'était une mauvaise solution, donc de complexité exponentielle. On est revenu à la solution itérative qui a donné une complexité très intéressante, d'accord, et incomparable à la première. C'est une complexité linéaire en grand O de n, d'accord, et elle donne le résultat. Voilà, donc ici, pour n égale à 4, on a fait 3 itérations. Voilà, donc je vous ai fait carrément le déroulement ici. Et si vous voulez remplacer en termes de fib, c'est le fib de 2 plus fib de 1. C'est voilà. Donc après, c'est le fib 3 plus fib de 2 et ainsi de suite. Voilà. Vous allez retrouver donc votre résultat, donc le z égale à 3, le résultat, et avec 3 itérations uniquement. D'accord? Donc c'est n-1. Pour une valeur de n, on fait n-1 itérations. On peut vérifier que la complexité est linéaire en grand O de n. La complexité de cette fonction itérative. Donc là, je conclus pour vous dire que le problème se situe au nombre d'appels, au niveau du nombre d'appels à la fonction. Nous constatons que pour la fonction récursive, le nombre d'appels est un nombre exponentiel. C'est une mauvaise solution très coûteuse, alors que la solution itérative ne compte que n-1. Normalement, c'est n-1 itération. C'est même pas n, c'est n-1. D'accord? Et ça donne une complexité en grand O de n. Et là, du coup, quand j'ai écrit la fonction récursive, la fonction itérative, j'ai pensé à une autre manière d'écrire la fonction récursive. Donc, je vous laisse regarder cette dernière diapo. La question, elle n'a pas été posée. Donc, à partir de la fonction itérative, en essayant de raisonner sur la solution itérative, on peut écrire une fonction récursive, mais qui ne fait pas 2 fois l'appel récursif. Regardez l'appel récursif, un seul appel, mais à chaque fois, je change les paramètres. Donc ici, j'aurai x plus y. C'est comme si je changeais le x en y et le y en z. Le z, c'est le x plus y. Voilà. Donc là, ma fonction récursive, je lui ai ajouté d'autres paramètres. Tout à l'heure, on n'avait que le paramètre n. Ici, j'ai ajouté d'autres paramètres qui vont rentrer pour le calcul de la prochaine itération à chaque fois, le prochain appel. D'accord?
Donc ici, le cas trivial, si n égale à 0, alors retournez 0. Si n égale à 1, alors retournez y. En fait, y, ça veut dire le deuxième paramètre. Donc initialement, avant d'appeler la fonction, je vais l'ajouter après, x égale à 0 et y égale à 1. X égale fib de 0 et y égale fib de 1. D'accord. Initialement, x égale à 0 et y égale à 1. Donc, quand vous appelez la première fois, c'est 0, 1. D'accord. Et votre valeur n. D'accord. Donc, si n égale à 0, retournez 0. Si n égale à 1, retournez y. D'accord. Sinon, ça, c'est le cas trivial où il faut arrêter et retourner le résultat. Quand je dis retourner y, c'est quoi? C'est la valeur du deuxième paramètre à la fonction. Le y, c'est le deuxième paramètre. Comprenez? Sinon, retourner fib de y, ça veut dire que là, je remplace x par y et je remplace y par x plus y. C'est le z de tout à l'heure. Et bien sûr, il faut diminuer n-1, n-1, n-1 jusqu'à arriver à n égale à 1. Ou bien, bon, le n égale à 0, c'est le cas trivial, fib de 0, hein, c'est tout. Mais sinon, lorsque j'arrive à n égale à 1, je retourne le y. D'accord, je retourne le résultat qui correspond au deuxième paramètre de la fonction. مدام علاش من الاول ما درناش retourner x Tu peux mettre retourner x parce que tu démarres avec x. exactement. C'est le seul cas, de toutes les manières, c'est le seul cas, si je donne n égale à 0, c'est le seul cas où je rentre dans le premier ici. Hein. Sinon, pour les autres cas, Kamel, si n est supérieur ou égal à 1, vous allez sortir sur retourner y. Hein. Vous n'arriverez pas à retourner 0. Vous la retournez x. D'accord, madame, merci. Donc voilà, je vous laisse le soin quand même de reprendre l'exercice, il est intéressant. Et là, vous remarquez que le nombre d'appels de cette fonction fib, il devient linéaire, d'accord? Parce que vous allez appeler n-1 fois ou les n fois maximum, d'accord? Quand le n arrive à 1, on va arrêter, d'accord? n-1, 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 n-1. Lorsque n arrive à 1, on va arrêter, d'accord? Donc, c'est vraiment linéaire en grand taux de n. Là, on le voit directement. Si j'appelle fib de 4, je vais appeler donc avec fib de 3, avec fib de 2, avec fib de 1 et je vais arrêter. D'accord? En changeant bien sûr les paramètres x et y en y et x plus y. Et là, c'est une meilleure solution récursive. Donc, la complexité de la deuxième solution récursive, là, je vous fais quand même un petit peu le déroulement. Donc, initialement, x égale 0, y égale à 1. On appelle fib de 0, 1, 4. Ensuite, ça va provoquer le fib de 1. Et donc, c'est y, x plus y, ça donne 1, 1, 3. Ensuite, fib de 1, 2, 2, c'est aussi y, x plus y. Donc, le y, c'est 1. Et le x plus y, c'est 1 plus 1. D'accord? Ça donne 2. Et ensuite, fib de 2, 3, 1. 2, 3, 1, qui veut dire le x, le y, c'est 2. Regarde le niveau précédent, le y, c'est 2. Et le x plus y, c'est 3. C'est 1 plus 2. Voilà. Donc, quand j'arrive à n égale à 1, d'accord, je vais retourner mon résultat qui est le deuxième paramètre. Ça veut dire la valeur 3. D'accord? Et là, donc, fib de 4 égale à 3. Ça a généré 4 appels. Donc, c'est un temps vraiment linéaire, grand taux de n. Et vous pouvez donc généraliser pour n'importe quel n. Vous allez faire n appels. OK? Donc, pour n égale à 5 aussi. Voilà. Comment elle va s'exécuter? Elle va faire l'appel avec de nouveaux paramètres en diminuant à chaque fois le n, n-1, 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 jusqu'à arriver à 1. Quand j'arrive à 1, c'est un cas trivial, je retourne le y, je retourne le deuxième paramètre. Ça veut dire que fib de 5 égale à 5. Et l'arrêt, donc, se fait quand n égale à 1. On a fait n appels, complexité, grand taux de n. Donc, vous voyez, pour le même problème, on avait une solution donc triviale, mais très coûteuse en temps d'exécution, donc exponentielle. En réfléchissant un peu plus, on a pu trouver
une solution itérative en grand taux de n. À partir de la solution itérative en grand taux de n, on a pu déduire une solution récursive en grand taux de n, très intéressante en complexité. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Avant d'arrêter la séance de TD, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Oui. D'abord aussi, il faut comprendre le but de l'exercice, hein, que en fait, on peut être en face de deux solutions récursives. L'une, elle est meilleure que l'autre. Les deux répondent, mais une est meilleure que l'autre. On peut avoir aussi une solution itérative qui est nettement meilleure que la solution récursive. Mais en fait, que la récursivité, je devrais l'écrire uniquement pour des problèmes récursifs. Oui, la solution récursive serait intéressante et on n'a pas le choix. C'est-à-dire que la solution itérative, soit qu'elle est trop compliquée, d'accord, elle n'est pas visible et donc là, il faut opter pour une solution récursive. D'accord. Donc, il ne faut pas tout de suite aller vers les solutions récursives. En fait, les solutions récursives, vous les retrouvez, j'avais dit, dans les programmes de jeu. On n'a pas le choix, il faut opter pour des solutions récursives. Sinon, pour des algorithmes d'intelligence artificielle, après, vous allez voir lorsque vous allez faire en fait, ce qu'ils vont faire, peut-être la spécialité intelligence artificielle, ou là, même dans vos projets de master ou la licence même, vous pouvez tomber sur des algorithmes d'intelligence artificielle et vous allez voir qu'ils reposent pratiquement tous sur la récursivité. Ok, donc voilà, donc on va arrêter, on va entamer le chapitre arbre. Pour ce chapitre, je vais vous donner l'essentiel parce qu'il faut que vous connaissiez la structure d'arbre. Hein. Il faut la connaître, c'est important parce que c'est quelque chose que vous allez devoir utiliser après dans votre cursus. Donc, il faut comprendre cette structure et comment la manipuler. Bien sûr, on n'aura pas le temps de faire des choses très élaborées, on n'aura pas le temps de faire des exercices, mais quand même, on va essayer de voir l'essentiel.